Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Nous allons donc ouvrir, disons, le premier des rendez-vous au Salon Latour Jacques Herschach depuis l'ouverture du musée le 19 mai avec cette rencontre Regard sur l'ethnologie de la France à la fin du XXe siècle. Cette rencontre est dans la continuité du colloque qui s'est tenu en juin 2019 au musée du Quai Branly Jacques Chirac et à la Bibliothèque nationale de France, consacré à l'œuvre de Jean Cuisenier. Et Berroz Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie a confié à Nicolas Adel et Martine Segalen la responsabilité scientifique d'un dossier réunissant les différentes contributions. Donc, bienvenue et je passe la parole à Nicolas Adel. Merci beaucoup Anna et merci à tous d'être là pour ce nouveau moment du cycle Jean Cuisenier qui a commencé il y a, on va dire, dans ses préparatifs il y a maintenant 3 ans, qu'on a célébré déjà il y a 2 ans ici au musée du Quai Branly pour une part et à la Bibliothèque nationale de France pour une autre part. Et comme on ne sait pas s'arrêter, on est toujours en train de faire des choses finalement autour de l'œuvre de Jean Cuisenier. On ne sait pas s'arrêter parce qu'en fait, l'interrogation qu'on avait depuis 3 ans et puis depuis 2 ans et puis ensuite on continuait, c'était de se demander quel était finalement encore aujourd'hui l'écho de ce travail, quelle était sa réception et dans quel type de cercle est-ce que finalement Jean Cuisenier nous parlait encore finalement. Et c'était déjà le propos du colloque il y a 2 ans, ça a donné lieu à cette livraison qui apparaît discrètement sur l'affiche, donc de ces dossiers documentaires de l'encyclopédie des anthropologies, des histoires de l'anthropologie Berroz, qui est en ligne, un dossier documentaire où vous avez 2 parties, en fait, un dossier d'articles qui interroge l'œuvre, on va dire, sur le fond, et un dossier intitulé un peu trop modestement Notes et instruments de recherche et qui repère l'histoire des dépôts, des fonds, qui est à la Bibliothèque nationale de France, qui est à la bibliothèque ici du musée du Quai Branly. Vous avez d'ailleurs sur la table la bonne pioche à l'intérieur de cette bibliothèque et de ce fonds Cuisenier, puisque c'est comme ça qu'il est identifié, au musée du Quai Branly. Et donc, comme on ne sait pas s'arrêter, on s'est dit, ce dossier Berroz, qu'on a pensé avec Martine Segalen, il mériterait peut-être être encore élargi. Est-ce que son espace de réception peut aller jusqu'à, alors je ne sais pas, l'histoire peut-être, avec Laurent Le Gall, qui est à gauche, qui est professeur à l'Université de Bretagne occidentale, qui est membre du Centre de recherche bretonne et celtique, et qui est un compagnon de l'ethnologie de longue date, puisqu'il fait partie du comité de direction d'ethnologie française, dont le fondateur est, comme chacun sait ici, Jean Cuisenier. Donc, est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce que ça peut aller aussi jusqu'à la philosophie? Et donc, à droite, c'est Frédéric Fruteau de Laclos, qui lui est maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, qui est membre, alors pour le laboratoire, c'est le centre. Oui, il a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, plus oui, c'est ça. compliqués les uns que les autres. Donc, on va dire un centre d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Super, merci Frédéric. Donc, qui n'est pas non plus si éloigné que ça de l'ethnologie, puisque parmi ses centres d'intérêt, il y a, on va dire, l'histoire des sciences humaines en général, et notamment l'histoire aussi de l'ethnologie, la trajectoire des concepts et des idées. Et on leur a demandé, finalement, Martine Segalen et moi-même, s'ils acceptaient, ils l'ont fait, de commenter les différents textes de ce dossier, de donner leur regard finalement sur ce que ces textes nous disent ou permettent de faire avec l'œuvre de Jean Cuisenier, sur ce que finalement aussi, du coup, l'œuvre de Jean Cuisenier fait encore aujourd'hui à l'ethnologie et aux sciences humaines en général. Et je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent s'exprimer directement eux-mêmes. Et nous aurons tous l'opportunité de réagir si nous le souhaitons dans le courant de l'exposé ou au moment de pause qui pourront nous inviter de faire si nécessaire. Un simple mot, on s'entend très bien dans cette salle, simplement pour l'enregistrement, c'est bien qu'on ait un micro qui ne soit pas toujours très très loin quand on prend la parole. Donc quand vous voulez réagir, signalez-vous pour que quelqu'un discrètement transporte un micro vers votre voix, et ça sera encore mieux pour tout le monde.
Merci et bonne séance à tous. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on entend du coup et comment je dois orienter cette chose pour être entendu. Plus proche. Alors, écoutez, d'abord, il me faut remercier Martine Segalen et Nicolas Hadel pour leur invitation à participer à cette manifestation. Et je suis très heureux d'avoir déjà pu discuter avec Laurent Le Gall de l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui, l'œuvre de Jean Cuisonnier, et puis à l'instant même, avec les personnes ici présentes, la discussion s'est déjà amorcée, donc j'espère que nous pourrons continuer ces échanges aujourd'hui, évidemment. Mon idée, j'ai beaucoup écrit parce que ce dossier m'a beaucoup intéressé, m'a passionné même, et donc j'ai trop écrit. Alors je vais essayer de ne pas lire mes notes, histoire de laisser de la place aussi à l'échange, à la discussion. Alors comme le disait Nicolas à l'instant, moi je viens de la philosophie. Et on pourrait s'étonner que je sois là aujourd'hui pour vous parler de l'œuvre de Jean Cuisonnier. Ben, il se trouve que Jean Cuisonnier est d'abord philosophe de formation, il est agrégé de philosophie, et en vérité, c'est cela qui m'a intéressé, qui m'a frappé. Et mon idée ici, aujourd'hui, serait de reparcourir ce dossier, et à travers le dossier, l'œuvre de Jean Cuisonnier, que ce très beau dossier nous donne à voir, à découvrir, et de m'interroger sur le sens qu'il y a pour une personne formée à la philosophie, à traverser les champs disciplinaires comme l'a fait Jean Cuisonnier. Parce que c'est cela qui me frappe, c'est un parcours qui commence donc dans la philosophie, une agrégation de philosophie, un enseignement même de philosophie pendant presque une décennie entière, puisqu'il commence sa carrière comme professeur au lycée de Caen au début des années 50, avant d'être détaché à l'Institut des hautes études de Carthage en Tunisie jusqu'en 1959. Mais avec cela, il se forme à la sociologie auprès de Raymond Aron, au Centre de sociologie européenne de la Sorbonne, puis il s'engage sur une thèse sur l'économie et la parenté, sur l'alliance et l'échange dans les domaines turcs et arabes, et il soutient devant un jury qui comprend aussi bien Raymond Boudon que Claude Lévi-Strauss. C'est un moment anthropologique. En tous les cas, il enchaîne très vite puisqu'il est chargé ensuite de prendre les rênes. Je rappelle des évidences, mais j'espère pouvoir vous dire pourquoi je commence par ces évidences-là. Il enchaîne avec la prise de fonction au Musée des Arts et Traditions Populaires, imaginée par Georges-Henri Rivière, et il se trouve alors à la tête du Centre d'ethnologie, laboratoire de recherche qui est couplé à l'institution muséale qu'il dirige. Ce qui veut dire que ça nous fait déjà 3 champs disciplinaires traversés. La philosophie, la sociologie, l'anthropologie de la parenté et de l'économie, de l'alliance et des échanges, selon des termes peut-être moins européocentrés que Richard Bucaille et Jeanne Virieux tiennent à employer, ils ont raison, mais aussi bien, à partir de là, de l'ethnologie, de l'ethnographie, et une ethnologie et une ethnographie qui sont non pas seulement de la France, quand bien même il serait Cuisonnier dès 1971 le fondateur de la revue Ethnologie française, qui prend le relais de art et tradition populaire, ethnologie française, mais immédiatement élargie elle-même aux dimensions transnationales d'une ethnologie européenne. Puisque, c'est une chose qui apparaît très clairement, André Burguière le rappelle dans son texte, Jean Cuisonnier a immédiatement tenu à ce qu'un numéro sur 4 soit consacré à des domaines non français. Hein, c'est-à-dire, au fond, c'est une idée qui est déjà présente dans l'ethnographie française, qui était, par exemple, présente chez Marcel Magé, présent aux ATP auprès de Rivière avant l'arrivée de Cuisonnier. C'est l'idée qu'il n'y a pas de sens à restreindre les faits et gestes traditionnels ou populaires français à l'Hexagone lui-même, compte tenu de la circulation des hommes et des idées. Eh bien, le terrain des ethnographes de la France doit être transnational. Et donc, encore une fois, un numéro sur 4 sera sur des terrains et des thèmes non français. Et André Burguière insiste sur l'intérêt qu'il avait lui-même pour ces numéros-ci. Il souligne l'historicité qu'ils impliquaient et qu'implique plus généralement la pratique anthropologique, le geste ethnographique. C'est quelque chose qui est consubstantiel à la discipline, sans doute l'ouverture historienne de l'ethnographie elle-même. Il me semble qu'un pionnier de la discipline comme Charles Parrin le défendait déjà sous le titre d'une ethnographie historique.
au début dans l'entre-deux-guerres. Et il est vrai que Cuisonnier donne une réalité institutionnelle et une portée de recherche très générale en incitant et en obligeant même à ce qu'un numéro sur 4 de la revue soit consacré à l'Europe, au-delà même de la France. Je dirais que le caractère historique et géographique, en vérité, est essentiel. Les rites et les mythes se développent toujours en rapport avec des territoires, en liaison avec des genres de vie, avec une attention précise aux conditions matérielles dans des milieux singuliers d'existence. Et à vrai dire, au même moment que Charles Parrain, ce qui apparaît en France, c'est un courant de géographie humaine qu'au fond, par sa pratique même, Cuisonnier associe immédiatement. C'est la grande école française de géographie qui, de Pierre Vidal de Lablache à Max Sor et Jean Brune, tend la main à l'ethnographie. Et en retour, par conséquent, il me semble que Jean Cuisonnier leur rend ce geste en instaurant cette pratique des numéros extra français ou non hexagonaux strictement parlant. Alors, donc un philosophe, sociologue, anthropologue, ethnologue, ethnographe, non seulement de la France mais au-delà, et j'ai insisté pour commencer sur le rapport à la revue, mais il faut bien voir que cette diversité, elle n'est pas seulement une diversité maîtrisée d'en haut, appréhendée avec surplomb. Cuisonnier s'engage très personnellement dans des chantiers, par exemple, reprenant les chantiers des ATP dans un souci de compléter notamment l'inventaire de l'architecture rurale qui avait été entrepris durant la Seconde Guerre la Seconde Guerre mondiale. C'était un inventaire extrêmement riche, mais qui était lacunaire ou arbitrairement développé. Et tantôt on avait des relevés qui comprenaient des trous, et tantôt au contraire une extrême concentration des enquêtes qui du coup introduisait de la dissymétrie et un déséquilibre dans la matière à traiter. C'est ce que explique très clairement Gérard Collomb dans son texte. Bon. L'idée donc est de compléter cela, d'étaler en quelque sorte les relevés pour avoir une vue d'ensemble plus claire. Et donc, en ce sens, Cuisonnier, comment dire, ce qui m'intéresse ici, c'est que la vision d'en haut, elle commande immédiatement un terrain et une prise très concrète, ou un ensemble de prises concrètes sur des cas qu'il s'agit d'aller relever très précisément et très concrètement sur des terrains. Bon. Donc ça, c'est une activité qui va mener à la fois dans le détail et dans les analyses précises et dans la synthèse d'ensemble, puisque à la fois il propose en ouverture de chaque volume de l'architecture rurale une notice qui doit permettre de se repérer non seulement pour le lecteur, mais au préalable du reste, c'est ce qui a dû guider l'investigation des chercheurs sur le terrain, mais aussi bien ce qu'a en vue Cuisonnier, au-delà même de cette entrée dans le concret, c'est la synthèse d'ensemble, la vue générale, que nous offre sa somme théorique remarquable de 1991, La maison rustique, logique sociale et composition architecturale. Bon. Mais au-delà encore, pourrait-on dire, de ce terrain qui est le sien en France, ou de cette incitation à du terrain, il y a plus concret encore pour lui, au fond, une tâche qu'il s'est fixée et qui est liée, au fond, à son intention de ne pas se laisser piéger par l'institution. Il le dit dès qu'il entre en fonction, et il le dit à ses interlocuteurs des pays de l'Est, il faut que, au fond, un engagement d'ethnographe sur un terrain qui serait le sien vienne, au fond, aérer, lui permettre de prendre un peu de champ au regard de ce qui menace de l'ensevelir et qui est la direction d'un musée et la prise en charge d'une revue. Et c'est l'ensemble des recherches qu'il mène donc en Europe de l'Est,
sous domination communiste et qui donneront lieu à une série de synthèses des années 90, Le Feu vivant, Les Noces de Marco, enfin Penser le rituel, dont Nicolas Hadel a montré qu'à la fois il constitue un aboutissement et en vérité, comme les archives le donnent à penser, c'est encore une étape vers des choses que nous n'avons pas fini de découvrir et que les papiers personnels qui sont maintenant accessibles notamment ici ou à la Bibliothèque nationale nous permettront de découvrir. Alors, ce qui me frappe dans tout cela, j'ai parcouru au pas de charge l'ensemble de ces champs disciplinaires en suivant Cuisonnier tel qu'il nous apparaît dans les livraisons tout à fait remarquables de ce dossier. Il faudrait ajouter une dernière aventure qui est l'aventure de la navigation du retour de Troie, la reprise du voyage d'Ulysse que propose Cuisonnier, au-delà donc d'un parcours très personnel qui le voit s'embarquer sur un catamaran et s'instruire lui-même du système de vent et des conditions d'une navigation antique. Ce serait, à vrai dire, la toute dernière étape de ce parcours qui est, il me semble important d'y insister, à la fois intellectuel et très personnel. Alors, ça c'est une entrée en matière en quelque sorte, mais je voulais reprendre très rapidement cette matière-là pour m'interroger rapidement sur le sens qu'il peut y avoir à traverser ces champs disciplinaires quand on vient de la philosophie. C'est, du point de vue du parcours académique, du cheminement intellectuel, du devenir personnel, une évolution tout à fait remarquable. Et je l'ai dit, donc, qui mène Cuisonnier de la philosophie à la sociologie avec Raymond Aron, à l'anthropologie de la parenté et de l'économie, à l'ethnographie, elle-même comprise à la fois comme ethnographie de la France et comme ethnographie européenne plus largement, avec ses terrains roumains et bulgares, sans oublier enfin la navigation méditerranéenne sur les traces d'Homère. Ce qui m'intéresse ici, c'est de poser la question, enfin il y a deux manières de poser la question en vérité, qu'allait faire un philosophe dans toutes ces affaires-là, ou que reste-t-il de la philosophie lorsqu'on s'engage ainsi sur des terrains si variés, si divers, si riches. Est-ce que la philosophie qui est présente au point de départ est un point oublié aussitôt qu'acquis au fond? Est-ce que Cuisonnier, cessant d'enseigner la philosophie au lycée, cesse pour autant d'être philosophe? Eh bien, je voudrais donc voir ce que ça fait d'être philosophe quand on aborde ces matières dans cette diversité. Et pour le faire, je voudrais me permettre un tout petit détour, qui est le détour d'une histoire plus large, parce qu'il ne s'agit pas simplement de produire une espèce d'intuition sympathique du parcours de Cuisonnier. Il s'agit de voir que cet itinéraire singulier s'inscrit dans une histoire plus large, plus objective, au fond, qui est celle des relations compliquées de la philosophie et des sciences. Je dis des sciences parce qu'avant d'être sciences humaines ou sciences sociales, les sciences sont des sciences de la nature et que dès cette émergence moderne de la scientificité, les philosophes se trouvent embarrassés. Alors, il faudrait remonter jusqu'à Platon et Descartes au moins, mais je ne vais pas vous imposer évidemment cette anamnèse-là de la philosophie mondiale, en tout cas gréco-européenne. Mais enfin, il faut bien voir qu'au départ, science et philosophie sont une seule et même chose. Il s'agit de connaissances, en général l'épistémé, et d'un certain rapport du savoir au non-savoir, à l'opinion, à l'ignorance, à la superstition. Et le philosophe, c'est celui qui, quelle que soit la matière considérée, est là pour procéder à des synthèses de surplomb, pour éclairer sur les méthodes d'analyse. Le problème étant que, l'histoire le montre très, très clairement, il y a une émancipation progressive des savoirs dits positifs à l'égard de cette tutelle ou de cette domination, et au fond un affrontement sur des revendications réflexives, mais aussi bien sur la matière même qui est traitée. Au fond, la philosophie, l'histoire qui est encore en cours, mais qui s'est déroulée notamment au XXe siècle, est l'histoire de la perte d'influence ou de domination, pourrait-on dire, d'un point de vue disciplinaire, de la philosophie sur des pratiques qui, en vérité, au départ,
non seulement lui était soumise, mais même était consubstantielle à ce qu'elle était. Bon. En gros, la situation dans laquelle on se trouve au début du XXe siècle, c'est l'émergence de sciences de la culture, de sciences de l'esprit, de sciences de l'homme ou de la société. Hein, selon les pays et selon les époques, les dénominations varient. Mais il y a un trait commun à ces pratiques scientifiques, c'est qu'au fond, elles contestent à la philosophie sa mainmise sur certains objets, pour ne prendre que 2 objets qui constituent, enfin, je veux dire, quand on regarde les programmes de classe terminale au début du XXe siècle, ces manuels de philosophie contemporains de Bergson, par exemple, on voit très bien que la philosophie est psychologie pour une part, elle est sociologie d'autre part, c'est-à-dire qu'au fond, elle s'intéresse à l'esprit, à ses facultés, ou elle s'intéresse aux mœurs, à la morale, disons très exactement. Et c'est précisément en tant qu'étude des mœurs que la sociologie vient contester à la philosophie les prétentions qu'elle a, d'un point de vue moral, sur la définition du bien ou du juste. C'est une autre affaire sur l'esprit, mais c'est analogue au fond en son ordre. Là où la philosophie croyait pouvoir disserter sur les facultés de connaissance de l'être humain, eh bien, elle se trouve contestée par la psychologie, par différents types de psychologie, par la logique elle-même. Enfin bon. Bref, il ne reste plus grand-chose à la philosophie, ou en tout cas, génération après génération, elle se trouve contestée. Pour prendre quelques figures marquantes, hein, à la philosophie de Bergson correspond ou répond, très précisément, l'entreprise d'un Durkheim ou d'un Lévi-Brühl. À la génération suivante, face à Sartre, se déploie l'œuvre d'un Raymond Aron ou d'un Claude Lévi-Strauss. Enfin, face à l'œuvre d'un Gilles Deleuze, qui se présente lui-même comme un philosophe très classique, eh bien, émergent des œuvres comme celle de Pierre Bourdieu et, vous l'aurez compris, celle de Jean Cuisenier. C'est dans ce contexte-là que je voudrais donc réinscrire le travail de Jean Cuisenier et me demander ce que cela veut dire pour quelqu'un qui s'inscrit dans cette histoire, d'avoir traversé les champs disciplinaires, et je voudrais réfléchir à la façon dont il a traversé ces champs disciplinaires. Bon. Encore une fois, c'est une histoire encore en cours. Hein, je veux dire, on pourrait opposer dans les générations qui suivent Badiou d'Escola, Naples Meyassou, enfin, c'est des noms de personnes qui travaillent encore aujourd'hui, pour lesquelles se pose ce type de questions. Hein. Quid des objets du monde, disons, et de quel régime disciplinaire relève leur appréhension. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Cuisenier circule, et non seulement la façon dont il circule, et la raison pour laquelle il circule. Ce qui m'importe au premier chef, c'est de souligner qu'il n'est pas indifférent de souligner que Cuisenier est philosophe pour appréhender son œuvre. Et je dirais qu'il n'est pas indifférent qu'une bonne partie des sciences sociales ou des sciences humaines en France soient pratiquées par des philosophes. Il n'est pas indifférent de le rappeler pour comprendre ce que c'est que la pratique de ces sciences en France. Faire de la philosophie et passer ensuite avec ce bagage philosophique aux sciences sociales, aux sciences humaines, donne un certain tour, un tour très particulier à la pratique scientifique en question. Pour le dire très vite, cela donne un tour particulièrement théorique. En un sens, si les philosophes se sont détournés de la philosophie, c'était du fait de son abstraction, mais ils n'en continuent pas moins d'être abstraits à leur façon, même quand ils sont dans les sciences sociales ou dans les sciences humaines. Au fond, ce n'est peut-être pas tant l'abstraction ou la hauteur de vue elle-même qui les embarrassait dans la philosophie, que le peu de soucis manifestés en général par les philosophes, lorsqu'il s'agit de descendre jusqu'au cas concret qui fondent ou qui ancrent l'abstraction. Au fond, les philosophes passés aux sciences humaines, Durkheim, Lévi-Strauss, Bourdieu, Cuisenier, il me semble, se trouvent dans une situation relativement paradoxale qui ne les gêne pas du tout, puisqu'elle leur permet au contraire de jouer sur 2 terrains et de 2 côtés à la fois, en un mouvement symétrique ou croisé. Vis-à-vis de leurs anciens collègues philosophes, ils pourront mettre en avant leur souci du détail, l'intérêt du terrain, l'importance de la preuve empirique et, au fond, reprocher à leurs anciens collègues d'être et de demeurer spéculatifs. Mais, symétriquement, donc, ou de manière croisée, vis-à-vis de leurs nouveaux collègues sociologues ou anthropologues, ethnologues ou ethnographes, et de tous ceux qui ne sont pas passés par la philosophie, ils pourront continuer de faire valoir la hauteur de leur vie et la domination de leur conception, que le terrain vient confirmer. C'est cela donc qui m'intéresse et qui,
me semble-t-il, peut donner une clé de lecture pour comprendre le parcours de Jean Cuisenier, aussi bien ses réussites que les difficultés auxquelles il est confronté. C'est d'abord le rapport ambivalent, il me semble, de Cuisenier aux recherches sur programme, dont parle très précisément Françoise de Nabunt, les RCP, les fameuses RCP, et notamment la RCP Aubrac, à laquelle, et c'est un point que j'aurais dû souligner, mais j'ai déjà été trop long dans mon premier temps, à laquelle, travaux de la RCP Aubrac, auquel Cuisenier a été très tôt associé en tant que sociologue. Ce que montre très bien Françoise de Nabunt, c'est que les questionnaires que Cuisenier avait établis ont été peu utilisés par les ethnographes sur le terrain. Au fond, il apparaissait très sociologue au regard d'une pratique, d'une utilisation qui, ethnographiquement parlant, semblait devoir se définir selon d'autres coordonnées. Il était trop haut, en quelque sorte, ou trop loin. Bon. Il se trouve que, et c'est ce que montre très bien Françoise de Nabunt, il se trouve que la revisite qui est entreprise actuellement à partir des archives, notamment par Gilles Laferté, fait apparaître a posteriori les bénéfices qu'auraient pu tirer les chercheurs de terrain du détour par l'abstraction sociologique. Au fond, l'abstraction en question relevait moins de préjugés que de justes pressentiments, et le matériau aurait pu venir confirmer après coup la pénétration de la vision ou de la prévision théorique de Cuisenier. Mais enfin, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et sans doute ce à quoi s'emploie aujourd'hui Gilles Laferté et les gens qui l'entourent. Bon. Il faut insister, dans le cadre de ce rapport de Cuisenier à la théorie, disons, ce qui fait de lui un philosophe dans les sciences sociales ou dans les sciences humaines, il faut insister sur son rapport à Lévi-Strauss, qui est un rapport de dette, mais qui est aussi un rapport de conflictualité. La dette, elle est évidente et elle est rappelée dans nombre de contributions à ce dossier Bérose. Je voudrais juste m'arrêter une seconde sur la très convaincante analyse de Richard Bucaille et Jeanne Virieux, sur la thèse, donc, sur les domaines turcs et arabes. Les auteurs insistent sur les visées essentiellement méthodologiques de Cuisenier. Et l'opposition est excellemment mise en scène avec le travail de Françoise Héritier, qui est pour le coup, sans mauvais jeu de mots, héritière légitime de l'anthropologie structurale. Bon, Lévi-Strauss a mis au jour les structures élémentaires de la parenté, et il espère, c'est un point qu'il faut évidemment rappeler, il espère pouvoir atteindre des structures complexes par le traitement de données plus nombreuses et plus enchevêtrées qui sont en jeu dans les sociétés modernes. De ce point de vue, le passage de l'élémentaire au complexe n'est pas un problème de principe. Lévi-Strauss pense savoir comment passer du simple au complexe. La difficulté, elle est technique. Ce qui lui manque, en gros, c'est les moyens, notamment informatiques, pour traiter les données. Or, Françoise Héritier les lui fournit, elle est dès lors adoubée. Or, en bon méthodologiste, c'est-à-dire au fond en philosophe attentif à la consistance du discours de la méthode, Cuisenier souligne que la réalité du modèle pose des problèmes de principe. Le modèle structural n'est pas réellement donné, il n'est pas susceptible d'être effectivement retrouvé dans les faits, et selon une très belle formule, il faut dire que les structures offrent des simulacres d'explication. Alors, qu'est-ce qu'un simulacre? C'est une image du monde qui aide à s'y retrouver, mais qui ne saurait valoir en soi. Bon. Au fond, on pourrait retrouver là derrière du Max Weber, qu'en bon disciple de Raymond Aron, Cuisenier a lu et qu'il maîtrise. Il faudrait aller voir la bibliothèque, mais je pense qu'on pourrait trouver du Weber dans sa bibliothèque. Ce qui se joue là, c'est ce qu'on pourrait appeler une distinction de modèle, pour le dire très vite et très grossièrement, et peut-être pas dans les termes de Cuisenier, ni de Weber, ni de Aron, une opposition entre la recherche des lois, un modèle légaliste d'un point de vue épistémologique, et un modèle causaliste qui serait un modèle réaliste, au fond, qui chercherait à identifier des causes réelles ou substantielles des phénomènes. Il faudrait dire aussi que le concept de simulacre, plus profondément encore, est issu de discussions très anciennes, puisque le simulacre, c'était déjà ce que Platon discutait lorsqu'il réfléchissait à ce que c'est qu'un modèle, forme ou idée, eidos, et lorsqu'il opposait la forme ou l'idée à la copie, ou précisément au simulacre.
Or, ce qui est en jeu ici, à travers des questions de méthode, ce sont des débats véritablement ontologiques sur la portée de la modélisation socio-anthropologique. Et au fond, ce que cherche à faire Cuisonnier, c'est à imposer des limites à la métaphysique, qui au fond innerve encore la pensée d'un Lévi-Strauss, par un rappel qui serait un rappel critique au sens de Kant, au sens où, alors je ne vais pas vous assommer avec ces choses-là, mais Kant disait avoir été réveillé de son sommeil dogmatique, qui était un sommeil de métaphysicien, par l'empirisme de Hume. Au fond, toutes choses égales par ailleurs, il semblerait que Cuisonnier ait voulu être le Hume de Lévi-Strauss. Quelqu'un qui aurait été susceptible de l'arracher à son dogmatisme, dont héritier, si je puis dire. Bon, il y a là un geste de limitation critique qui n'équivaut absolument pas à une ruine de l'alliance et de l'échange, hein, mais seulement à une délimitation des limites au sein desquelles vaudront les simulacres que nous proposons à titre de modèle compréhensif. Si on tire ce fil kantien, on voit qu'il a du sens lorsqu'on aborde la question de l'art populaire. C'est ce que montre très bien Bénédicte Roland-Villemot dans sa contribution à ses carnets de Desroses. C'est qu'au fond, lorsqu'il aborde l'art populaire, Cuisonnier se pose toujours la question de savoir quel est l'utilisateur ou de quel point de vue on parle lorsqu'on parle des objets. Et ça, c'est un point de vue très kantien, parce que c'est précisément la définition kantienne du jugement de goût. C'est-à-dire, non pas énoncer sur les objets des jugements déterminants, mais réfléchir au jeu subjectif que produit un observateur à partir des données de l'expérience. Au fond, un jugement de goût, dire c'est beau, hein, c'est produire un libre accord de ses facultés sous l'égide de l'imagination, et ça n'est pas, lexique kantien un petit peu lourd, mais ça n'est pas soumettre le divers de nos intuitions sensibles à la législation de notre entendement. C'est-à-dire qu'au fond, très concrètement ici, hein, si le sujet, je ne sais pas, prend un couteau à la gueule ou un buffet breton, si le sujet est un utilisateur de ce couteau, si c'est un paysan sur le marché de Neunas-Binals, eh bien, il n'aura pas le même rapport que l'amateur d'art populaire qui va chiner sur l'Aubrac ou que l'ethnographe lui-même qui se rapporte à cet objet. Au fond, le jugement qui s'énonce alors est variable et dépend des qualités du sujet, en quelque sorte, et du jeu de l'imagination confronté à ces objets. Je pense qu'il y aurait là des choses à faire valoir au regard, par exemple, d'une critique sociale du jugement, telle qu'elle se déploie chez Bourdieu, par exemple, l'exact contemporain de Cuisonnier. Il me semble qu'elle ferait apparaître peut-être encore plus de dogmatisme, peut-être du côté de Bourdieu, et un rapport assurément critique différent, critique au sens kantien, critique différent chez Jean Cuisonnier. C'est, encore une fois, une belle illustration du kantisme ou de l'empirisme de méthode qu'on trouve chez Cuisonnier, c'est-à-dire non pas de l'abandon de la théorie, de l'abandon définitif de la philosophie, mais d'une certaine articulation de la théorie à l'analyse empirique des cas, à l'examen progressif des types de cas par des sujets connaissants. Il faut rappeler ici que le sous-titre de l'architecture rurale française porte sur les genres, les types et leurs variantes, ce que rappelle Gérard Collomb. C'est-à-dire qu'au fond, le travail que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est un travail pour compléter l'inventaire qui avait été lancé par les ATP pendant la Seconde Guerre mondiale, ce travail-là, il viserait, je dirais, à trouver une voie moyenne entre un épuisement des cas, qui serait un empirisme borné en quelque sorte, une espèce de volonté d'induire la forme de l'architecture française à partir du dénombrement exhaustif des maisons sur le sol français. Ça, ce serait une voie, et il s'agit de l'éviter, mais il s'agit aussi bien d'éviter ce qui pourrait se pratiquer au fond et qui serait une sorte de déductivisme total, partir d'une certaine logique architecturale, ou partir voire d'une certaine logique sociale, et déduire de cela les cas de maison, supposer qu'au fond, on peut partir d'une structure, et je pense que là derrière on pourrait retrouver le structuralisme, partir d'une structure et déduire les cas. Il me semble que
la démarche de Cuisonnier, à travers les notices qui motivent les inventaires eux-mêmes et qui sont replacés au début de chaque volume de l'architecture rurale, le travail ensuite très lent de maturation qui mène jusqu'à la maison rustique, il me semble qu'on a une voie moyenne qui ne renonce pas à la théorie, mais qui en passe par un rapport très singulier au cas. Alors qu'en des termes un peu jargonnants issus de la théorie de la connaissance, on pourrait appeler des termes abductifs, ni inductifs ni déductifs, mais abductifs, c'est-à-dire postulation d'une hypothèse que formule très précisément la notice placée en tête de chaque volume de l'architecture rurale, confrontation au cas, et éventuellement ensuite énoncé de conclusion générale dans un volume de synthèse qui aurait pour titre « La maison rurale ». Voilà. Mais vous voyez, on n'est ni dans la synthèse absolue de surplomb, c'est ce que ferait un pur et simple philosophe, ce qu'est au fond encore Lévi-Strauss à sa façon, que le terrain intéresse peu, ni simple relevé, et je pense qu'on pourrait ou relevé aussi matériel et peu dominant que possible, qu'on peut trouver dans des recherches tout à fait contemporaines de l'ethnographie française. Je pense qu'on gagnerait par exemple à rapprocher Cuisonnier de ce que fait Henri Rollin, qui a une approche résolument matérialiste dans un ouvrage de synthèse qui est paru juste après la maison rustique. Alors, il me faut encore dire 2-3 choses, mais je ne sais pas, j'ai peut-être déjà trop parlé. Je voudrais juste... je voudrais juste souligner que dans tout cela, hein, encore une fois, il y a un rapport à l'expérience, qui est un rapport fondateur, fondamental, qui est au fond une certaine posture philosophique. C'est l'empirisme comme posture philosophique qui suppose que la théorie doit toujours se confronter à la pratique. Il me semble que c'est de cette manière qu'on peut comprendre le démarquage ultime à l'égard du structuralisme de Lévi-Strauss, dont penser le rituel porte la marque. Nicolas Hadel le souligne dans les entretiens, en s'appuyant sur les entretiens de la période que Cuisonnier voyait lui-même comme un travail d'anthropologie réflexive. On peut peut-être douter qu'il y ait là une anthropologie réflexive, mais on ne peut douter en revanche que la parole se soit faite plus libre. Au fond, elle est académiquement moins calibrée et du coup, elle est moins dominée intellectuellement. Et ce qui apparaît, c'est évidemment une autonomisation de la rituologie à l'égard de la mythologie ou des mythologiques. Et au fond, comme le dit très bien Nicolas, sans adopter le tournant pragmatiste sur le rituel, ce que fait valoir Cuisonnier, c'est l'autonomie relative de l'action sur la pensée. Et dès lors, hein, il me semble, un démarquage très clair à l'égard de Lévi-Strauss, mais ça a été dit très, très clairement dans les contributions. Il me semble qu'on peut interpréter la dernière péripétie à la fois intellectuelle et personnelle de l'histoire de Cuisonnier comme le sommet ou l'accomplissement d'une telle attitude empiriste, comme une historia au sens d'Hérodote, une enquête qui retrouve le sens de très vieilles histoires et dégage à travers elle le sens de l'histoire des hommes. L'enquête, c'est la méthode privilégiée de l'empiriste. L'enquête, elle implique un cheminement qui aboutit à des histoires et qui requiert à chaque fois la personne de l'enquêteur, la subjectivité de l'enquêteur. Au fond, il y a une corrélation fondamentale entre empirisme et subjectivité, comme le disait Deleuze, sans être lui-même un véritable empiriste et tout en rejetant lui-même le sujet. Il me semble que ce qui est important, c'est de voir dans cet empirisme et cette subjectivité, de voir comment Cuisonnier lui-même investit son corps et sa personne entière lorsque, s'embarquant sur son catamaran à la fin de sa vie, il sillonne les mers et affronte les vents. Il me semble que c'est évidemment une posture assez différente de Lévi-Strauss qui, passé ses premiers terrains, renonce, au fond, sauf conférences et doctorat honoris causa, à se déplacer dans d'autres pays. Bon. J'y insiste, mais ce sera mon dernier mot. Je pense que c'est encore une certaine manière d'entendre la philosophie. C'est la connexion empiriste de la philosophie à laquelle les philosophes auraient bien tort de renoncer, mais que la proximité des sciences sociales et l'amitié des chercheurs dans ces domaines nous aident à ne pas oublier. Voilà, merci beaucoup. Merci Frédéric, on n'a pas du tout réglé la parole, mais je me dis que peut-être, alors soit s'il y a des prises de parole immédiates, on peut les imaginer tout de suite, effectivement,
soit peut-être on fait immédiatement résonner avec la proposition de Laurent, de lecture de Laurent, et on peut réagir à la fin sur l'ensemble. Peut-être que c'est plus efficace de fonctionner comme ça. J'en déduis que oui, derrière les masques de tout le monde. Très bien. Bonjour à tout le monde. Alors, avant de commencer, je vais peut-être vous dire que je vais être obligé de changer de paire de lunettes, mettre des lunettes de soleil, non pas pour jouer au tonton flingueur, mais il se trouve que j'ai joué avec mon garçon de 7 ans, que mes lunettes sont tombées, sont cassées, que ce sont d'anciennes lunettes de vue. Donc, si d'aventure j'ai un petit problème, je préférais prendre les lunettes de soleil plutôt que d'être le myope de service. Voilà. Ceci étant, je remercie beaucoup Martine Segalen qui n'est pas là et pour qui j'ai une amicale, et puis Nicolas Adel ainsi que toute l'équipe de Bérose pour donc m'avoir proposé la lecture donc de ce reportatif dossier donc consacré à Jean Cuisenier. Alors pour au moins 2 raisons, parce que cela m'a permis d'approcher l'œuvre foisonnante de l'anthropologue à travers une mosaïque de textes qui reflète finalement la multiplicité des facettes de Jean Cuisenier, quand bien même des tendances lourdes nervurent la trajectoire. Et d'ailleurs, c'est un écueil majeur, parce que le risque, c'est de dire des banalités pour celles et ceux qui l'ont connu ou côtoyé. Et puis, deuxième raison, me permettre de dialoguer avec Frédéric, dont j'ai apprécié énormément la conversation téléphonique que nous avons eue en amont, et puis, évidemment, ce qu'il vient de dire. Alors, le dossier Cuisenier éclaire évidemment la biographie de l'ancien directeur d'ethnologie française. Les louanges ne manquent pas à la lecture des textes, et c'est bien normal, compte tenu de l'envergure du travail qui a été mené et sur un front intellectuel, c'est le travail du chercheur, et Frédéric en a magnifiquement parlé, et puis sur un front institutionnel, moi je vais y revenir davantage. Une admiration irrigue nombre de contributions, mais ce que je trouvais tout à fait intéressant, c'est que cette admiration ne se mue pas en un panégyrique ou finalement, on va dire en une hagiographie. On sait très bien que les disciplines adorent les saints et les saintes, et je trouve qu'ici il y a une très heureuse distance. Et donc, au fur et à mesure, au fil de la lecture, se dessine en creux le portrait d'un intellectuel spécifique. Donc, en résumé, pour moi, c'est un homme de son temps, en quelque sorte, et je vais revenir sur cette idée d'un homme de son temps qui épouse et participe à la fortification, à la sédimentation des barrières disciplinaires et à la structuration toujours plus bureaucratique d'un monde académique écartelé entre, d'un côté, un désir d'autonomie de la science et de l'autre côté, un véritable encastrement institutionnel. Alors les textes proposés relèvent donc moins du pacte biographique, pour reprendre la formule de François Doss, qui prélève l'homme de son écosystème social et intellectuel pour en faire une sorte d'atome, dont l'exception ne s'accorde guère à la normalité, pour reprendre la belle expression d'Eduardo Grandi, un des pères de la microstoria, qui parle d'exceptionnel normal. Et donc une expression qui invite finalement à désingulariser toute vie en l'intégrant dans un espace des possibles, que tissent finalement les trajectoires sociales de ses contemporains. Elle appartient à ce qu'il me semble au registre de la biographie modale, qui offre, ce faisant, de saisir le collectif, et Dieu sait que le collectif a été important pour Cuisenier, derrière l'individu. C'est du moins ainsi que j'ai essayé de lire les textes, car dans les itinéraires de Cuisenier se mêlent opportunément, comme le soulignaient Pierre Bidard et Martine Segalen dans leur introduction du numéro d'ethnologie française qui lui était consacré en 2007, je cite, « le chercheur, l'administrateur, le maître d'œuvre, l'entrepreneur scientifique, le savant lucide et attaché à l'usage public des savoirs sociaux ». Alors, 2 grands thèmes ont retenu mon attention. L'un court au fil du dossier. Il s'agit de ce que l'institution fait aux acteurs et vice-versa. Par institution, je donnerai ici une réflexion de Rémi Lefebvre, c'est un politiste que j'aime beaucoup, et qui dit « On peut désigner de manière simple un assemblage d'actions organisées de façon stable ». Et puis le second thème, qui à mon avis est bien plus en filigrane, renvoie à l'increvable question de la tradition. Alors je ne vais pas m'aventurer dans les structures semi-complexes, car je n'y connais rien, et j'étais très heureux de lire effectivement le texte qui leur était consacré. Je ne vais pas non plus m'aventurer dans la définition cuisinerienne de l'art populaire, même si par le passé j'ai eu l'occasion de parcourir ce livre que j'avais trouvé effectivement très stimulant, ni dans la pensée du rituel que Nicolas analyse magistralement.
Je dirais aussi que, avant de me pencher sur les mobilisations intellectuelles liées à l'ethnologie du proche, Jean Cuisenier a incarné deux choses pour moi, et avant de lire ce texte, ces textes, il a incarné l'homme de la revue blanche, hein, c'est ainsi que j'ai découvert ethnologie française lorsque j'étais un étudiant dans une université de province, et que cette revue m'a absolument captivé. Et puis, il a incarné aussi une voix, un jour au micro de Jean Lebrun sur France Culture, ça devait être dans Travaux publics ou dans Pot-au-feu, où il racontait effectivement son retour, hein, son nostos, après son périple d'Ulysse, et j'avais été absolument charmé d'entendre que voilà, ce grand ethnologue, ce grand anthropologue du monde européaniste était aussi un homme de la Méditerranée et puis un navigateur. Alors je vais reprendre désormais sur Jean Cuisenier, entrepreneur de cause. Bon, il est une évidence à la lecture du dossier, Jean Cuisenier derrière la statue du commandeur, ou parce que cette statue du commandeur est un fondateur et, à mes yeux plus exactement, un refondateur. La sociologie de l'institution, via la boîte à outils qu'elle promeut, permet ainsi de déspécifier des parcours qui, en dépit de leur exceptionnalité, obéissent toutefois à certaines règles. Et c'est ce qui m'intéresse ici, chez Cuisenier. Alors reprenons rapidement, lors de sa prise de fonction aux ATP, Cuisenier ne vient évidemment pas de nulle part. Comme l'a rappelé Frédéric, il est agrégé de philosophie, lui-même fils d'un agrégé d'université, soit une version classique de la bourgeoisie intellectuelle méritocratique sur laquelle la Troisième République a assis une bonne partie de ses bases. Il est de plein pied dans des cercles où le magistère intellectuel se double aussi d'un exercice du pouvoir. On voudra bien imaginer qu'en étant à 33 ans l'assistant de Raymond Aron au Centre de sociologie européenne, il était capable évidemment de se frotter tout autant à un maître qu'à un patron, en une époque où l'exercice mandarinal du pouvoir se faisait à l'intérieur d'un espace de la recherche qui était bien moins parcellisé qu'aujourd'hui et bien plus restreint en termes d'effectifs. La rencontre entre Georges-Henri Rivière et Jean Cuisenier, ou plus exactement l'adoubement du second par le premier, renvoie dès lors, à mes yeux, moins au hasard heureux de l'existence ou au coup de foudre. Ça, c'est une version un petit peu fictionnalisée dont raffolent souvent les histoires saintes des disciplines, comme je l'ai dit, même si le kairos peut être de la partie, hein, qu'à une réalité objective. La nécessité pour qu'un savoir se mue en une connaissance dûment certifiée par l'institution universitaire, celle-là même dont la montée en puissance à partir des années 1880 alla de pair avec la structuration du champ scientifique, de se donner à voir et à exister à travers des entrepreneurs de cause. Et d'ailleurs, le terme d'entrepreneur revient fréquemment dans les papiers, hein, que ce soit ceux d'ethnologie française ou ceux du cycle Bérose. J'en veux pour preuve en 2007 Olivier Chevrillon qui donnait pour titre à son papier « Jean Cuisenier au MNATP, l'entrepreneur et le savant ». Alors la notion d'entrepreneur de cause n'est peut-être une notion pas si familière que cela pour les anthropologues, pour un certain nombre de politistes elle l'est. C'est une notion, la notion de claimmaker, qui a été forgée par le duo donc Zald et McCarthy dans les années 70 pour essayer de comprendre comment, dans le cadre des États-Unis où il y avait énormément de mobilisation sectorielle, où il y avait une forte ébullition, un certain nombre d'acteurs se faisaient les entrepreneurs de cause et étaient capables de traduire finalement un ensemble, on va dire, de représentations, de projets, d'imaginaires. Et il me semble que le terme d'entrepreneur de cause est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il permet de comprendre comment des acteurs mettent en forme un problème, à la fois en fonction de leur propre définition sociale et du contexte dans lequel ils seront amenés à le mettre en scène. Quand Jean Cuisenier se souvient de l'armée mexicaine, alors il n'utilise pas ce terme des ATP, mais dans le texte de Corinna Yossif, je reprendrai le texte tout à l'heure, il me semble qu'il y a cette dimension-là. Quand Cuisenier se souvient de l'armée mexicaine des ATP à son arrivée en 68, il souligne combien le monde ethnographique qui gravitait en bonne partie autour des ATP et du Centre d'ethnologie française était composite, et dans ses trajectoires scientifiques, et dans ses affiliations institutionnelles, quand bien même le pivot du musée laboratoire, tel que l'avait envisagé Georges-Henri Rivière, offrait d'articuler des positions et des attentes diverses. Se faire l'entrepreneur de la cause de l'ethnologie de la France, du moins telle que je l'ai découverte à travers les lectures croisées de son œuvre, c'est donc se placer en capacité d'élaborer un fil rouge autour d'un désir de reconnaissance disciplinaire souhaité par la plupart des acteurs. Alors ce fil rouge fut moins paradigmatique que programmatique, comme le souligne très bien Martine Segalen.
Et je pense que le structuralisme de Cuisinier, du moins tel que j'ai pu le découvrir dans cette revue blanche, qui devint un peu moins blanche ultérieurement, ne devint pas un structuralisme d'obligé. On n'est pas dans les actes de la recherche en sciences sociales où finalement il faut accepter, on va dire, la sociologie telle que la pense Bourdieu pour pouvoir publier effectivement dans la revue. Et Martine Ségalen note opportunément que le premier édito d'ethnologie française précisait davantage les contours d'un projet global, d'un projet collectif, qu'une aventure intellectuelle uniquement personnelle. Le dessin collectif et du collectif l'emporte ici sur le seul itinéraire personnel, même si ces derniers s'adossent au premier, dans un jeu de miroir où l'un capitalise sur les rétributions de l'autre et vice-versa. Telle est l'une des facettes de l'entrepreneur de cause, et compte tenu de l'activité polymorphe que développa Jean Cuisinier en menant à bien divers chantiers, alors ça va évidemment du fonctionnement du musée à l'édition du corpus de l'architecture rurale, de la direction de sa revue à son travail éditorial aux presses universitaires de France. Donc tout cela est évidemment évoqué au gré des différentes contributions. Il nous semble que ce qualificatif rend heureusement compte de la mobilisation intellectuelle et institutionnelle que Cuisinier développa sans relâche. Finalement, au magicien des vitrines, selon la belle formule qui a été empruntée à Nina Gorgus pour parler de GHR, succéda un homothète. Alors pas que, évidemment, il y a un travail de chercheur, selon une filiation qui excède l'acmé quelque peu romantisé de la rencontre avec Georges-Henri Rivière. Georges-Henri Rivière fut, comme Jean Cuisinier et avant eux Paul Sébillot, un entrepreneur de cause. L'appel à ce dernier, à Paul Sébillot, pourra paraître évidemment incongru si l'on admet que la stratégie d'occupation du champ des sciences sociales du côté de l'ethnologie des années 1970-1990 visa à se démarquer de l'encombrante marque du folklore et de ceux qui pouvaient lui ressembler. Rappelons ici que l'ethnographie a été congédiée pour l'ethnologie dans le nom de la société qui, d'ethnographie française, devint d'ethnologie française. Il est intéressant de voir aujourd'hui, au début du XXIe siècle, combien il y a une forme de requalification du folklore et du folklorisme à travers des lectures qui sont différentes mais souvent complémentaires. Je pense par exemple aux lectures qui sont très stimulantes de Daniel Fabre ou finalement à David Hopkins qui considère le folklorisme comme finalement la maïeutique d'un savoir démocratique. Alors, on peut contester, on peut dialoguer, on peut ne pas être d'accord, mais il me semble qu'il y a là effectivement une sorte de renversement, on va dire, du regard qui est porté sur la période un petit peu honnie des années 1880-1930. Alors ici, il ne s'agit pas de forcer le trait ou d'aboutir par une ruse intellectuelle à établir des fidélités coûte que coûte. Il s'agit à partir d'une même figure sociologique, la figure de l'entrepreneur de cause, de discerner ce qui fait la spécificité d'une entreprise d'institutionnalisation disciplinaire. Pour toutes sortes de raisons, la curiosité, la réputation, le placement, Sébillot, Cuisinier et Rivière avaient au moins en commun un intérêt inaltérable pour les savoirs du peuple. Un tropisme organisationnel de chef d'orchestre, des liens avec des instances décisionnelles, certains arcanes du pouvoir leur étaient évidemment familiers. Les trois eurent à cœur de fédérer leur monde savant en recourant à des dispositifs similaires. Une association, une revue, un musée. Je rappelle que la revue des traditions populaires était domiciliée au musée du Trocadéro. Et puis tous les trois eurent aussi à composer avec des héritages qui n'étaient pas les mêmes, cela va de soi. Entre le souci permanent de généalogisation des traditions populaires, qui était une sorte de justification scientifique pour les folkloristes à longueur de pages dans la revue des traditions populaires. Il fallait toujours remonter plus haut pour dire que ces traditions existaient et que, d'une certaine manière, les années 80, 1880, voyaient la concrétisation d'un savoir sur les savoirs du peuple. Et puis, le repoussoir que constitua le folklorisme pour Cuisinier, il y a évidemment un abîme. Par-delà les divergences d'appréciation pour ce qui relève de la production des connaissances dans un giron académique, une chose transcende toutefois les différences, c'est la cause disciplinaire. Il ne fait aucun doute que les trois acteurs ont eu à cœur, en fonction des configurations dans lesquelles ils évoluaient, de participer à la spécification d'un domaine de recherche. Si les moyens pour y parvenir se ressemblent, on constate que le claim-maker que fut Cuisinier le fut autrement que ses prédécesseurs, parce que ses ressources, ses dispositions, ses positions, ses capitaux étaient peu ou prou en accord
avec la morphologie du champ scientifique dans le domaine des sciences sociales, au moment où il prenait en charge avec d'autres le domaine d'une ethnologie de la France à visée européaniste. Si l'on se réfère à la réponse donnée par Jean-Louis Fabiani à la question « Qu'est-ce qu'une discipline ?», à savoir, je cite ce que dit Fabiani, qu'il s'agit à la fois de la stabilisation d'un objet de connaissance, de la sécurité aux frontières et de l'établissement des modes unifiés de traitement d'objets préalablement découpés. Et je trouve que c'est une définition absolument simple et d'une clarté exemplaire. On voudrait bien admettre que le cahier des charges correspondit plus ou moins implicitement à la feuille de route qui offrait enfin, pourrait-on dire, de revendiquer une autonomie gagnée de haute lutte. Cuisonnier fut le disciple de Lévi-Strauss et d'Aron, 2 maîtres d'une scène intellectuelle qui se pensait davantage à partir de la figure de l'homo academicus, breveté par les références de l'excellence universitaire, qu'à partir de celle du dilettante émérite. C'est Christine Laurière qui utilise ce syntagme, cette belle définition pour parler de GHR. Et je pense que de dilettante émérite, on peut parler de dilettante sublime pour GHR. Cuisonnier était ce structuraliste par goût, par acculturation et peut-être par tactique, voire par conformisme, en un temps où les métarécits imposaient de se raccrocher à des boussoles pour dire d'où on parlait et qui l'on était. Et on peut ici rappeler qu'en dépit des efforts de structuration, le folklorisme hors Van Gennep était devenu un savoir velléitudinaire, faute d'avoir généré un ensemble de propositions théoriques, tandis que les Durkheimiens, en pur produit d'université, en avaient fait un domaine de prédilection. Il y avait donc là, alors que les sciences sociales étaient gagnées par la sissiparité, les luttes pour redéfinir les frontières des héros fondateurs et un précaré, il y avait là une condition sine qua non de légitimité scientifique et partant institutionnelle. Cuisonnier sut tisser des alliances, l'intégration des historiens parmi les meilleurs, je renvoie ici à ce que dit justement André Burguer sur le grand moment d'anthropologie historique. Eh bien, cette alliance avec les historiens, à la fois dans la revue et puis dans les activités éditoriales, releva évidemment d'une hybridation intellectuelle, qui fut un temps fort, effectivement, donc, de cette histoire des mentalités, mais elle fut autre chose que cela. Elle fut vraisemblablement aussi une façon d'envisager une économie des rapports de force, avec une discipline, l'histoire, qui avait évidemment une tendance impérialiste, et il s'agissait de tracer une sorte de sillon permettant, grâce à la volonté de s'adosser à un certain nombre de grands historiens, il s'agissait de tracer toujours le sillon de l'ethnologie ou de l'anthropologie du domaine hexagonal et européaniste. Bref, Cuisonnier put être cuisonnier parce que la situation était propice à ce que des cuisonniers, comme des Bourdieu et des Duverger pour la science politique, différemment, se distinguent en occupant des postes de pilotage qu'ils entendaient tailler pour eux. Et le « eux » renvoie ici, à mon sens, non seulement à leur personne, mais aussi à l'intellectuel collectif sur lequel ils ont voulu bâtir la fortune de leur discipline. Alors j'ai employé le terme de refondateur. La plupart des contributions insistent d'ailleurs sur les enchaînements entre les acteurs qui tendent à lisser a posteriori les passages de relais, les transmissions, en faisant des suites logiques. La sociologie de l'institution, là encore, peut servir à éclairer la mutation cuisonniérienne, la métamorphose du ministère de la France d'Outre-mer en un ministère de la coopération en 1959 va me servir ici de point d'appui. Soit un même champ de compétences et d'exercice, dans une situation qui fait que la France passe sur le papier du statut d'empire colonial à celui de puissance décolonisatrice. Soit la nécessité de rompre symboliquement, mais aussi humainement. Les nouveaux fonctionnaires recrutés n'appartenaient pas au sérail de la coloniale et ils devaient cohabiter avec ces derniers qui avaient été recasés et composés avec des représentations et puis des savoir-faire importés. Soit donc, effectivement, cette transformation avec un passé dorénavant jugé encombrant. Comparaison n'est évidemment pas raison. Il ne s'agit pas de dire pour moi que le folklore s'apparente au ministère de la France d'Outre-mer et l'ethnologie, donc au ministère de la coopération. Reste que là encore, des ressemblances sont patentes parce que toute institutionnalisation repose en partie sur un même type de modus operandi. La couverture virginale d'ethnologie française qui rompt avec celle d'art et tradition populaire. C'est à bien des égards le matériel symbolique, alors c'est le papier en tête, c'est le protocole, les formules de politesse, qui se devaient de marquer la nouvelle ère de la coopération dans les années 50. Les jeux de pouvoir entre le conseiller Afrique de De Gaulle, Jacques Foccart, le président de la République lui-même, le chef de gouvernement,
Et le ministre qui avait rang de ministre d'État, à l'époque c'était l'avocat MRP Robert Lecourt, en quête d'une autonomie pour son ministère, ont vraisemblablement un air de parenté avec ceux dans lesquels fut intriqué Jean Cuisenier. Confronté à la lancinante question de l'émancipation, c'est-à-dire à de multiples acteurs, dont le père tutélaire qui avait toujours un bureau, Georges-Henri Rivière, les conservateurs du MNATP, les tutelles ministérielles, confronté à la disjonction croissante entre les continuateurs des études traditionnalisantes orientées vers les sociétés rurales et les hussards qui pariaient sur une anthropologie du contemporain, Cuisenier eut à se frayer un chemin en tenant compte des rapports de force et des risques d'implosion. Si tout ordre institutionnel suppose, quand on s'intéresse aux pratiques des acteurs, un agencement des rôles, toutes sortes de transactions liées à des ajustements, la création de routines, voire d'une culture maison, c'est un terme qui est utilisé par un des sociologues de l'institution, Jean-Michel Emery, eh bien, on a l'impression effectivement que cet ordre institutionnel suppose avant tout une gestion de l'autorité dans la manière de l'imposer et de la préserver. Les relations délicates avec la mission du patrimoine ethnologique, du terrain, mais aussi l'exode de certains chercheurs. Je viens d'une université Brest où Jean-Michel Guilcher et Donatien Laurent ont voulu effectivement quitter Paris parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec la manière dont Jean Cuisenier envisageait donc l'anthropologie, rappellent opportunément que les disciplines s'autonomisent au gré des conflits internes et de la diversité des manières de penser le métier, en l'occurrence d'ethnologue. Il souligne aussi combien des mutations structurelles favorisent des avant-gardes, des dissidences, voire des résistances. Et il renvoie in fine à la question de l'autorité. Endosser les habits du maître d'œuvre, davantage que ceux du chef d'école, pour moi c'est la version Bourdieu, c'est habiter l'institution pour en infléchir l'histoire au prix d'un travail d'homogénéisation. Il y eut ainsi un avant et un après JC, et cet avant et cet après JC renvoie finalement à deux registres weberiens du charisme, pour qualifier le moment charnière des années 70. À Rivière, le charisme personnel, et moi c'est comme cela que je le lis à travers les textes, moi je n'ai pas connu Jean Cuisenier ni Georges-Henri Rivière. À Cuisenier, le charisme de fonction, les deux se nourrissant l'un l'autre pour faire fructifier la cause qui leur était commune en travaillant à l'occupation et au bornage d'un territoire d'appartenants. Alors il me semble être peut-être un peu long, et je vais peut-être passer à Jean Cuisenier et la tradition, c'était peut-être le deuxième élément. Bref, tout cela pour dire que pour moi, la figure de Jean Cuisenier, c'est celui effectivement qui, dans un cadre, celui des années 60, parvient à organiser la discipline en réfléchissant d'une certaine manière à un dessin pour celles et ceux qui participent à la construction ancienne de, effectivement, cette ethnologie de la France. Alors, le second point que je souhaite aborder concerne la nébuleuse question de la tradition. Il me semble qu'elle apparaît comme une sorte d'impensé dans la plupart des contributions, alors qu'elle demeure finalement en filigrane. Je prends un exemple, c'est André Burguière qui souligne par exemple comment Cuisenier montra que les anciennes cérémonies paysannes remises à l'honneur par le pouvoir communiste avaient réveillé les anciennes pratiques et permis une reconquête culturelle échappant au contrôle de l'État. Alors, on sait tous que Cuisenier a écrit un très joli que sais-je en 1995 intitulé « La tradition populaire ». Et que ce très joli que sais-je était bien plus qu'une actualisation de celui de Varagnac, il était plutôt une réponse intellectuelle à ce que Varagnac avait écrit dans cette quête de l'archéocivilisation qui avait des relents intantinés réactionnaires. Par ailleurs, l'héritage de nos pères en 2006, qui est finalement peu cité dans l'ensemble des contributions, peut se lire à différents niveaux. On peut y voir effectivement un livre d'intervention d'un chercheur qui était aussi un chercheur engagé, et je me rappelle très bien de cette lecture tout à fait intéressante avec Agulon autour de leur rapport à la citoyenneté. On peut y voir un texte vespéro-testamentaire, une sorte d'identité de la France à la manière d'un Brodel anthropologue, mais on peut y voir aussi une réflexion sur la modernité. Et Cuisenier rappelle dans l'héritage de nos pères comment il lit le Plausévet d'Edgar Morin quand ce dernier sort en 1967. Et on voit effectivement combien la question de la modernité, de la modernisation, a été au cœur des préoccupations intellectuelles de Cuisenier, qui revient finalement dans les années 90, même si
cette question demeure en filigrane, et c'est ce que je vais essayer de montrer. Et voilà ce que dit donc Cuisenier dans l'héritage de nos pères. Pour ma part, marqué par l'expérience de mes recherches en Tunisie et instruit par la lecture du Lévi-Strauss de l'anthropologie structurale, je tentais constamment de me déprendre de la fascination de l'archaïsme en France comme sur mes autres terrains. Alors, dans un livre lumineux, Le sens du sacré, François-René Isambert expliquait l'échec du folklorisme par sa double incapacité. Incapacité à devenir un savoir, une connaissance des savoirs du peuple, incapacité à devenir un savoir ou une connaissance de la tradition, à devenir une science de la tradition. Et à côté de cela, à côté de la lecture d'Isambert, je vais faire une autre lecture, je vais faire appel à une autre lecture, c'est la lecture de Bruno Carcenti, qui, dans un article récent, dans un ouvrage collectif, Faire des sciences sociales à l'école des hautes études, lui plaide au contraire pour l'idée d'une science de la tradition. En rappelant que, à travers la lecture de l'œuvre d'Edmond Ortigues, il est possible d'utiliser la tradition à travers une réflexion épistémologique sur ce qu'elle veut dire, et non pas finalement dans une forme d'interaction avec uniquement l'idée de moderne ou de modernité. On serait capable, du moins, d'imaginer la tradition comme une science permettant une autre réflexion sur un certain nombre de faits sociaux. Alors, entre le constat de l'échec d'un côté, Isambert, et les promesses supposées d'un avènement de l'autre, comment situer Jean Cuisenier dans ce que les textes du dossier et certains de ses écrits laissent à penser de la façon dont il s'empara de la question. Alors, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est de voir combien, finalement, Cuisenier a été un homme moderne, épris, on va dire, de modernité. Et Martine Ségalen rappelle, par exemple, cet intérêt profond pour l'informatique. Être un homme de son temps, c'était effectivement succomber au charme de l'informatique. Mais cet intérêt pour l'informatique est d'autant plus adossé à une sorte d'obsession du corpus. Et le corpus de l'architecture rurale, comme le montre très bien Gérard Collomb, de même que le travail éditorial qui renvoie à l'idée d'un corpus au PUF, ne cesse de restituer effectivement cette espèce de tournant quantitativiste qui a été à l'œuvre dans les sciences humaines et sociales dans les années 60-70, avant que dans les années 80-90, j'en veux pour preuve un article réputé de Stéphane Beau, on en vienne à un tournant qualitativiste qui essaye de chasser effectivement cette dimension extrêmement quantitativiste. Les grandes enquêtes, dont le Châtillonnais, point fréquemment aveugle dans la biographie de Cuisenier, ainsi que le souligne François Zonabend, ont eu aussi pour concept ouvre-boîte, l'expression est d'André Burguière, la modernisation de la société française, sur un fond qui a été un fond montrassien de seconde révolution française, de fin des paysans. Et quand François Zonabend souligne que, dans le cadre de la RCP, Cuisenier souhaitait sortir la société rurale sous microscope de son absence de sociologisation et rompre avec l'étude des objets canoniques d'une ethnologie de sauvegarde, elle souligne in fine qu'en dépit de la compétition féroce entre sociologie et ethnologie, tous les deux couraient plus ou moins derrière le même lièvre. Et ce lièvre, c'était l'analyse des transformations sociales à l'œuvre et de leurs incertaines contemporanéités. Bon, tout cela est suffisamment bien documenté pour qu'il ne soit besoin de s'étendre. Il me semble aussi que les terrains de Cuisenier, en particulier dans les Balkans, n'ont cessé de renvoyer à l'idée d'une approche moderniste de cette société-là. Non qu'il recherchait effectivement en Roumanie, en Bulgarie, les traits d'une forme d'archaïsme, mais d'une certaine manière confronté à la transformation de cette société et en particulier à la césure de la fin des années 1980 avec les ajustements des sociétés au nouveau régime qui était le nouveau régime post-communiste, il a beaucoup réfléchi sur les entrées dans la modernité, et en particulier les entrées dans une modernité qui est une modernité tardive. Et dès lors, lorsque l'on lorsqu'on lit le texte de Corina Iosif, on constate combien effectivement la Roumanie a été pour lui une sorte de chambre d'écho du rapport dialectique entre la tradition et la modernité, telle qu'elle s'exprime de manière condensée dans son que sais-je. En 2013, j'ai noté quelques éléments. Cuisenier se souvient par exemple d'une visite sur le terrain. Voilà ce qu'il écrit. Belle expérience. D'abord voir comment était disposée la bergerie selon une ancienne tradition valaque. J'avais l'impression d'être en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Intérêt, ira-t-on dire engouement pour ces sociétés rurales qui formèrent le socle à garde des ethnographies métropolitaines avant la lettre, maillon entre, comme le dit Corina Iosif,
l'ethnologie de tradition folkloriste telle qu'elle se pratiquait à l'Est et l'ethnologie telle qu'elle était définie à l'Ouest, une position gigogne qui ne pouvait qu'avaliser le tournant épistémologique moderniste, si l'on veut, qui l'impulsait en 71, ne serait-ce que dans Ethnologie française. Les indices ne manquent pas, qui abondent dans le même sens. Tourner la page du folklorisme, ce n'était pas tourner la page d'une réflexion sur la tradition qui, parce qu'elle s'enchâssait dans la modernité telle qu'elle était envisagée par Cuisenier, avait tous les sens de ressurgir. D'où la résurgence, au milieu des années 90, dans Ce que sais-je, qui, je le pense, ne saurait être fortuit. Alors je terminerai par un rapprochement. Un rapprochement me paraît ici opportun, c'est le rapprochement avec Maurice Agulon. Maurice Agulon a fait partie du comité de rédaction d'Ethnologie française, et il n'est pas besoin de rappeler ici la vibrante fibre ethnologique du futur professeur au Collège de France. Agulon était d'1 an l'aîné de Cuisenier, même genre de cursus, méritocratique, même milieu social, la petite moyenne bourgeoisie éducative, même préoccupation intellectuelle. Oui, pour ce qui relève de la manière de poser des questions et de jeter des regards sur des objets. C'est cela qui m'a profondément intéressé. Dans son très beau texte sur la muséologie de Cuisenier, Bernard Deloche soulignait en 2007 comment le tandem opposition-contraste servit au directeur des ATP à faire advenir de nouvelles interprétations. Agulon n'aurait jamais renié cette mise en équation, tant son œuvre est pétrie de ces tensions dialectiques qui offrent de desserrer l'étau du paradoxe en scrutant la labilité des situations. Ces gémellités dans les grilles de lecture appliquées à des objets valent pour l'approche de la tradition via la modernité. L'épithète moderne organisa durablement la pensée d'Agulon, orchestrant le raisonnement et consolidant l'argumentaire quand elle ne fut pas en arrière-plan. Analysée comme souvent à partir d'une rhétorique binaire, évaluée au miroir de ses antonymes, à savoir l'archaïsme, la tradition, la coutume, la modernité fut pour Maurice Agulon bien plus qu'un qualificatif plaqué sur les 2 siècles post-révolutionnaires. Loin d'être cantonné aux fausses évidences de la transmission ou à une quelconque fonction normative, appelée bien au contraire à suggérer la complexité d'un phénomène, la tradition s'apparenta dès lors moins à une catégorie analytique intimement de rechercher des complémentarités qu'à un révélateur de contradictions à l'œuvre dans une société regardée à partir du diptyque habituel que forment donc tradition et modernité. Et je pense qu'effectivement, dans la manière dont Agulon a utilisé sa réflexion sur le folklore pour comprendre la manière dont il y a une vernacularisation de la République, on retrouve le même rapport, on va dire, à la construction des objets. Alors, l'excursus agulonien se conclut donc sur le folklore. On sait qu'il orienta l'auteur de La République au village dans son analyse de la politisation des cultures populaires, dont la plasticité fut la condition de leur perduration. En s'ingéniant à ne pas faire des traditions populaires un dépôt résiduel lié à des strates ayant sédimenté, mais bel et bien un opérateur impliqué dans le changement, Agulon, de même que Cuisenier en homme de leur temps, utilisait le logiciel de la modernité qui est impliqué in fine de scruter le changement et ses avatars. On lit par exemple dans Le que sais-je de Cuisenier, les traditions populaires ne se bornent pas à perpétuer hypothétiquement les coutumes du passé, elles règlent actuellement les transactions entre membres d'une même société, non sans en investir le contenu de sens constamment renouvelé. Dans les années 70-90, et j'en termine bientôt, quelques auteurs s'emparaient de la question tombée en désuétude de la tradition, en lui apportant des réponses novatrices. Édouard Schills, Éric Veil, Pascal Boyer, Gérard Lanclus, pour ne citer que quelques noms, insistaient tour à tour sur l'ordre d'un discours qui enferme des individus dans des manières de régler leur existence, les rapports à la vérité, qui forment le terreau de sa validation sociale, la fonction de ressources latentes, quand il s'agit d'exciper de la légitimité du passé. L'ambition de Cuisenier n'était pas de cet ordre-là, à ce qu'il me semble. En délimitant les seules traditions populaires, au risque de les cantonner à un secteur, il proposait un aggiornamento salutaire de ce qui, à force d'avoir été au cœur du métier de celles et ceux qui avaient contribué à faire de l'ethnologie un domaine à part entière, relevait de la routine et de la banalité. Moins qu'un épistémologue de la tradition, Jean Cuisenier fut le continuateur d'une réflexion sur les traditions, qui, de manière récurrente, depuis Guédose, Sébillot et Van Gennep, met sur l'établi ce qui fait un suc de la discipline, quitte à ce que cette dynamique, faite de continuité et de rupture de continuité, de totem et de repoussoir, n'assèche durablement les fonctions et les fondements de cette dernière, en l'autonomisant toujours un peu plus. Conscient de l'hystérésis de l'habitus disciplinaire qui encourage celles et ceux qui entrent dans la carrière à endosser les habits de l'institution, Cuisenier fut celui qui, en appelant à ouvrir sur le contemporain et à défricher de nouveaux territoires, de nouveaux terrains,
participa à l'élaboration d'une anthropologie des mondes modernes, moyennant une forme de révérence à l'égard de l'héritage de ses pairs. La modernité de Cuisinier n'est peut-être donc pas à rechercher dans ce qu'il en fit analytiquement parlant, mais dans la manière dont il la pratiqua, en y puisant des ressources, celles qui en faisaient un entrepreneur de cause, qui lui servirent pour mener à bien les inflexions d'une anthropologie hexagonale et européaniste. Alors je terminerai, une chose, moi, m'apparaît certaine au terme de la lecture qui n'aura été que partielle. Le moment cuisinier de l'ethnologie mérite un travail de fond, et les contributions réunies par Martine Segalen et Nicolas Hadel donnent incontestablement matière à penser, alors que les directeurs et les auteurs qui ont contribué trouvent l'expression d'un remerciement renouvelé pour m'avoir permis d'aborder autrement le continent cuisinier avec les yeux de celui qui aimerait en savoir tellement plus aujourd'hui, une fois le dossier à demi refermé. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci à tous les deux. Et je donne tout de suite la parole, puisqu'on a encore une bonne dizaine de minutes pour pouvoir échanger, puisqu'il nous faudra quand même laisser la salle à 18h. C'est le moment de se précipiter sur vos questions, sur vos remarques. Je ne sais pas. J'en profite pour dire qu'ils sont présents ici, donc Françoise Onaben, et notamment ici, parmi les auteurs, Marie-Laure Prévost qui est ici. Nous avons notre directrice éditoriale, on pourrait dire Christine Laurière, qui est au fond, là-bas, parmi ceux que j'ai repérés. Françoise. Merci, je trouve que vous avez été formidable, parce que vraiment vous avez lu ces rapports que nous avions un peu élaborés d'une façon comme ça, chacun de son côté, et reliés les uns avec les autres, et effectivement c'est très important. Il y a une question quand même qui revient tout le temps, c'est au fond, quelle est qu'est-ce que cherchait Cuisinier à nous démontrer au travers de ses travaux, que ce soit sur la parenté, que ce soit sur le corpus de l'architecture rurale ou sur d'autres, etc. Il y a quelque chose au fond, et pourquoi il s'oppose comme ça à Lévi-Strauss et à Françoise Héritier sur dans cette perspective, c'est au fond toute la recherche de Cuisinier, c'est sur la complexité. Qu'est-ce que c'est que il a cherché à définir qu'est-ce que la complexité que toute société élabore dans les domaines sociaux et culturels, et au fond il a tenté de comprendre comment ces complications la complexité, donc les complications qui existent dans toutes les sociétés se traduisent dans les usages, dans les pratiques matrimoniales, etc. Et est-ce que justement dans ce domaine de la complexité, est-ce que Cuisinier est allé jusqu'au bout? Est-ce qu'au fond, bien sûr, il fait la critique des travaux de Lévi-Strauss, disant que Lévi-Strauss, en travaillant que sur les structures élémentaires et uniquement dans ces structures élémentaires de l'Alliance, il ne repère que la parenté. Et Françoise Héritier, de la même façon, va chercher dans les structures semi-complexes, qu'est-ce qu'elle cherche pour savoir comment se passent les orientations matrimoniales, c'est uniquement la parenté. Or, Cuisinier, lui, dit au départ, la parenté, c'est pas grand-chose dans les structures d'alliance. Il y a l'économie, il y a les origines sociales, enfin bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais malgré tout, il n'a pas, au travers même l'éloge qu'il fait de l'analyse provinciale de 20 écrits,
est-ce qu'il est allé jusqu'au bout? Est-ce qu'il a démontré d'une façon statistique, puisque pour lui, cuisinier, c'est au fond, il faut constamment statifier le réel. Et donc c'est un peu cette réflexion qui me reste sur l'importance de ces travaux, de ces fulgurances réflexives. Par exemple, quand on a travaillé sur la RCP Châtillonnais, il a abandonné au bout d'un moment ses études, ce travail très important qu'il avait entrepris sur qu'est-ce qu'une région, qu'est-ce qu'une société régionale, comment elles s'opposent les unes aux autres, etc., comment les définir. Mais il y a quelque chose un tout petit peu d'inachevé dans l'œuvre de Cuisinier. Non, merci pour cette belle intervention. Moi, je pense que j'ai beaucoup parlé de méthode et peu de résultats, puisque je suis par nature ou par formation, disons, plus porté sur les questions de méthode et pas tellement sur les résultats qui doivent être évidemment discutés entre chercheurs des sciences sociales, anthropologie, ethnologie. Mais ce qui me frappe et qui me semble essentiel malgré tout, c'était de rappeler que tout n'était pas structurable, si je puis dire. Et moi, rien que pour cette position de méthode, je trouve l'intervention de Cuisinier décisive. Toute chose égale par ailleurs, ça me rappelle le débat Gurvitch-Lévi-Strauss dans Anthropologie structurale, Lévi-Strauss répondant à Gurvitch en disant « Mais moi, je n'ai jamais dit que tout était structurable ou que tout était soumis à des structures, j'ai seulement dit que je ne m'intéressais qu'à ce qui était susceptible d'être appréhendé en termes de structure. » J'ai l'impression que ce que fait Cuisinier, c'est entériner le fait qu'en effet, il y a des structures, mais qu'au-delà, il faut s'intéresser aussi à ce qui n'est pas de l'ordre de la structure. L'anthropologie, elle a pour tâche aussi de s'approprier ce qui est astructuré ou non structurable ou sous le regard de l'anthropologue. Après, voilà, je ne saurais dire ce qu'il en est des résultats, mais je relève que la statistique ou la probabilité est encore une procédure empiriste que les philosophes de la connaissance étudient et approfondissent comme démarche originale et encore une fois empiriste d'appréhension rationnelle malgré tout des phénomènes. Voilà. Merci beaucoup pour ce débat qui était passionnant et remarquable. Alors j'ai un commentaire, un souhait et puis une question. Le commentaire, c'est d'abord de remercier très vivement Martine et Nicolas d'avoir dirigé ce très beau dossier et de nous avoir fait l'honneur à Bérose et de nous le confier, de nous marquer cette confiance. Nous avons énormément appris grâce à lui et j'ai trouvé que c'était très stimulant pour nous de le publier dans Bérose. Le souhait serait que ce dossier peut-être n'est pas totalement terminé et que là, nous avons en germe 2 autres contributions qui pourraient l'agrandir. Donc, à Martine et à Nicolas, peut-être de convaincre les contributeurs d'aujourd'hui de rendre une copie. Et puis, 3e commentaire, mais là qui serait plus une question, qui m'est venue en écoutant Laurent Legal, qui parlait de Bourdieu comme d'un chef d'école. À vous écouter, à lire les contributeurs, je me suis demandé si Cuisinier avait été un chef d'école et pourquoi justement il n'avait pas fait école. Où le bas blesse-t-il et où est à l'heure actuelle la postérité, la continuité de l'œuvre. Je serais bien en peine de dire quelle est la postérité de Cuisinier, mais je me suis posé la même question. Et je suis allé voir dans un certain nombre, on va dire, d'ouvrages qui font ouvrages de synthèse, et il apparaît souvent que le nom de Cuisinier n'apparaît pas. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit en fait? Est-ce que ça dit qu'on offre toujours aux plus offrants, c'est-à-dire ceux qui sont sur de très grands paradigmes, qui ont fait une œuvre et qui... ça ne dit pas tant parfois de celui qui produit la connaissance que de ceux qui, dans des ouvrages de synthèse, rédigent ce qu'ils estiment être une sorte de vadémécum de la connaissance ou des savoirs. Donc,
Mais je me suis posé la même question, en fait. Hein, et c'est quand même toujours une question, c'est... on révère les savoirs nomographiques et on a du mal avec les savoirs idiographiques, en fait. Savoir qu'il y a de grandes règles, de grands programmes, les hommes qui incarnent cela... moi, je me posais la même question. Voilà. Le choix du client a-t-il fait ce qu'il fallait pour? L'histoire n'est pas terminée. Non, mais je veux dire, il y a plusieurs manières pour des œuvres de vivre ou de survivre, ou il y a des survenances d'œuvres et des revenances d'œuvres. Donc je pense que le dossier y contribue, mais c'est vrai que quand on a un Bourdieu chef d'école qui martèle les vérités de son œuvre, elles se transmettent évidemment. Ça ne dit pas l'avenir de la vérité entre guillemets en question. Et inversement, je pense qu'on peut s'attendre à des rebonds d'une œuvre. Hein. Là, en l'occurrence, il est loin d'être exclu que cette œuvre de cuisinier soit morte pour toujours. Enfin, je pense qu'elle peut revivre. Hein. Ça paraît évident. Bon, c'est peut-être une tendance de philosophe, mais je crois que les concepts ne meurent pas. Et ils sont toujours là et toujours susceptibles d'être repris. Il faut simplement qu'il y ait des lecteurs et qu'il y ait des gens qui mettent à disposition ces lectures. Oui, non, c'est vrai, il y a l'idée des rebonds, et en même temps, je crois qu'il y a aussi une autre explication, enfin, qu'on a trouvée dans la lecture qu'ont faite Laurent et Frédéric, qui est que il a navigué entre les pôles, c'est-à-dire, ça a été dit, il était à la fois le continuateur et le dissident, il était entre enfin, il jouait sur les rapports de force, pas au sens stratégique du terme d'ailleurs, en tout cas pas toujours dans ce sens-là. Et je pense que contrairement à d'autres qui affirment la dissidence, qui est la bonne façon pour faire chef d'école en fait, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on dit ce que les autres ont fait avant, moi je fais des choses différemment, c'est quand même beaucoup plus facile de se positionner en chef d'école en ayant ce type d'attitude-là. Je crois que Jean Cuisoni, il a fait entre les deux, il a même fait plus l'inverse, c'est-à-dire qu'il faisait comme on faisait au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il disait qu'il continuait, mais en fait il changeait. C'est ça le truc, c'est-à-dire que de la même manière, quand il s'affichait plus ou moins comme le continuateur de Lévi-Strauss dans différents domaines, en même temps, il faisait différemment, il faisait même très différemment de ce que faisait Lévi-Strauss, tout en disant qu'il n'était pas si différent que ça, en l'affichant. Et c'était à l'intérieur des textes, il fallait plonger dans la méthode et dans la démarche, etc., qu'on s'apercevait, enfin, que par exemple, vous pouvez repérer, comme l'ont fait Richard Bucaille, comme d'autres, etc., que, en fait, ça va beaucoup plus loin, ou ça va dans une autre direction que... Mais je crois que c'est cette attitude, en fait, cette attitude de navigation souvent contraire qui fait que ça l'a empêché d'avoir des affirmations qu'il aurait immédiatement positionnées comme un chef d'école. Ça me paraît évident. De la même manière qu'il aurait pu se positionner très fortement sur les questions de patrimoine, mais comme c'était confisqué par le ministère de la Culture à une autre direction générale, etc., en fait, il n'a pas joué la carte du patrimoine qui était beaucoup plus facile pour positionner, pour se placer dans le courant, on va dire, qu'il a gardé ou qu'il a mobilisé l'autre carte qui le mettait plutôt du côté du passé, alors qu'en fait il faisait des choses nouvelles avec, c'était celle de la tradition. Et donc la rhétorique de la tradition, c'était aussi la seule carte qui lui restait à jouer pour pas faire du patrimoine quand cette carte-là était confisquée par le ministère de la Culture. Donc c'était des trucs un peu compliqués. Je crois que tout ça, ça l'a empêché en fait, d'être le chef d'école, qu'à mon avis, il aurait. Je pense que ça lui aurait, en tout cas, ça l'aurait pas gêné qu'on l'identifie comme ça, à mon sens. Je pense qu'il y a dans le domaine des sciences une double fascination, soit pour l'hérétique, soit pour le dilettante en fait. Et donc quand on n'est ni le dilettante ni l'hérétique, c'est compliqué de trouver une position médiane qui permette de recevoir les lauriers. Je pense que ça fonctionne aussi un petit peu comme ça. On nous rappelle un petit peu à l'ordre de l'horaire, mais peut-être Isabelle. Oui. Bien sûr. Isabelle Puchat-Lorraine, une des filles de Jean Cuisinier. Emmanuel Wurtz, ma sœur, est à côté de moi. Donc voilà. Donc merci beaucoup à Nicolas, à Martine, dont on regrette évidemment beaucoup l'absence ce soir. Anna, merci beaucoup. Et puis Madame Laurière, dont j'ai le plaisir de faire la connaissance. Et merci beaucoup d'avoir accepté le principe de ce dossier Cuisinier dans l'encyclopédie Berroz. Alors juste pour dire que
Nous sommes très honorés d'avoir eu la possibilité d'honorer justement la mémoire scientifique de Jean, à la fois dans le cadre du colloque il y a 2 ans et puis à nouveau avec cette discussion scientifique que vous avez animée magistralement l'un et l'autre. Et que pour nous, dans la démarche de la famille, en tous les cas, tous ces éléments, toutes ces contributions, tout ce dossier, tous ces actes finalement du colloque vont être un magnifique témoignage qui va donc permettre de nourrir la mémoire familiale, les archives familiales que nous commençons à traiter, qui sont d'ailleurs stockées dans le lieu des racines de Jean et qui sont reprises donc dans la famille, et que nous espérons donc qu'à travers justement cette mémoire que nous constituons de la personnalité qu'a été Jean Cuisonnier. Vous avez dit il y a un avant Jean Cuisonnier, il y a un après Jean Cuisonnier, on en est tout à fait bien conscient. Et JC. Oui. Oui. Et donc, toutes ces archives, tous ces témoignages, toutes ces contributions scientifiques qui vont éclairer la pensée scientifique de Jean vont être transmises d'une génération à l'autre. Nous avons ici Julien Cuisonnier, donc un des petits-fils de Jean Cuisonnier, qui est élève dans une grande école d'ingénieurs parisienne, mais qui est aussi un passionné de philosophie, qui a créé un cercle littéraire dans son école et qui reprend le flambeau finalement de la lignée, comme d'autres. Et donc c'est merveilleux et on vous remercie beaucoup parce que pour nous c'est évidemment extrêmement important dans la démarche qui a été la nôtre. Moi, je voulais juste compléter ce que vient de dire ma sœur et vous remercier tout particulièrement, en tout cas en ce qui me concerne, de m'avoir permis d'accéder un petit peu mieux à l'œuvre de mon père, parce que c'est quand même une œuvre qui est assez dense, pas facile d'accès, en tout cas pour les non-initiés comme je suis. Mais en tout cas, il y a dans les termes que vous avez utilisés pour décrire ce qu'était mon père dans sa démarche scientifique, beaucoup de termes faisaient écho, le savant entrepreneur, l'homme d'action, le terrain, le plaisir qu'il avait à aller sur le terrain et observer lui-même, voilà, sa façon d'expérimenter les choses. C'est vraiment en tout cas, c'était aussi vraiment ce qu'il était dans sa vie personnelle. Il y a une correspondance, il me semble, entre ce que vous avez décrit dans sa démarche scientifique et ce qu'il était l'homme moderne aussi, très, très, très curieux sur les technologies modernes, l'informatique, avec mon mari qui l'a beaucoup assisté sur ces sujets, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'était des choses qui irriguaient aussi sa vie personnelle. Et voilà, c'est juste un témoignage.